Chers militants, militantes et responsables du PADES, bonjour. Un salut fraternel de ma modeste personne de modérateur à la place de notre Assemblée générale virtuelle de ce samedi 3 décembre 2021. Nous vous proposons l'interview de notre président, le président Dr Ousmane Kaba, avec une équipe de journalistes de la RTZ sur la situation sociopolitique de notre pays. Un décryptage de l'actualité économique, politique et sociale de notre pays. Bonsoir. Suivez. Alors, après donc, la création de la GRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, nous sommes chez vous, président du PADES, mais spécialiste des questions économiques. Vous êtes économiste pour avoir votre appréciation. Tout d'abord, comment vous appréciez l'initiative de la création d'une telle institution en Guinée? Écoutez, moi je félicite le CNRD. Je crois que c'est une très belle initiative parce que vous savez, dans l'armature de répression de la corruption en Guinée, nous avons beaucoup d'institutions d'investigation, de structures d'investigation. Autrement dit, nous avons la police financière, mais il n'y a pas de justice financière, c'est ça. Rappelez-vous, nous avons déjà l'ORDEF, nous avons la Cour des comptes, nous avons les inspecteurs d'État, les inspecteurs des finances, le comité de lutte, le comité national de lutte contre la corruption. Donc nous avons pas mal d'organismes qui font de l'investigation et de la documentation des infractions. Mais nous n'avons pas le juge financier. Et je crois qu'il a bien fait de mettre un juge financier. C'est ça la Cour de répression des infractions économiques et financières. CRIF. C'est une très bonne initiative. Voilà, donc maintenant l'arsenal est complet. Nous avons ceux qui cherchent les infractions, qui les documentent, qui font des investigations et ceux qui jugent ces infractions. Parce que là, il faut des juges spécialisés, non seulement pour la célérité, mais pour l'efficacité du jugement. Alors c'est une bonne démarche pour vous qui êtes spécialiste de la chose, mais au sein de l'opinion, beaucoup s'interrogent que est-ce que ce n'est pas un instrument de règlement des comptes, de vengeance, des chasses aux sorcières? Oui, c'est vrai. Beaucoup pensent que faire de cela, c'est une chasse aux sorcières, c'est se venger contre certaines personnes, voire même un instrument de lutte politique, etc. Loin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que la Guinée est un pays paradoxal. Tout le monde parle du paradoxe guinéen, c'est-à-dire un pays immensément riche, avec la pluie, avec l'eau, les bonnes terres, avec le diamant, beaucoup d'or, bauxite, fer. Mais il se trouve encore que la Guinée fait partie des 12 pays les plus pauvres parmi les 189 pays des Nations Unies. Regardez le dernier rapport du PNUD, l'indice INDH, vous allez comprendre que nous faisons partie des 12 pays les plus misérables de la Terre. Donc à la fois pays riche et pauvre. C'est ça le paradoxe guinéen. Mais en réalité, la clé de ce paradoxe, ce qui explique ce paradoxe, en tout cas pour les 20 dernières années, c'est la corruption endémique qui a entaché l'administration et le monde politique en Guinée. Écoutez, pendant tout le régime du général Lansana Conté, nous étions entre 15 et même 20 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 millions de tonnes de bauxite. Personne ne peut vous dire où va l'argent. En tout cas, cette exportation ne se reflète pas dans le budget de l'État. Ça veut dire que nous assistons à une évasion fiscale à grande échelle. Alors, cette corruption prend plusieurs formes. La première, c'est que l'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État n'est pas rentré. Alors, ce sont les impôts et les taxes que doivent payer les sociétés, surtout tout ce qui est mine en Guinée, c'est une catastrophe. Voilà. L'autre aspect, c'est les dépenses qui sont mal faites. Vous savez, le gouvernement lui-même a suggéré que pendant 10 ans, il a dépensé plus de 3 milliards pour le réseau routier. Où sont ces routes en Guinée? Personne ne les voit. Alors, quelle est la conséquence? Lorsque nous avons un pays où toutes les ressources sont soustraites, dilapidées par une poignée de personnes, ce pays s'enfonce dans la misère parce que nous ne sommes pas capables de faire des routes. On ne peut pas faire d'écoles, on ne peut pas faire des hôpitaux modernes,
Vous comprenez, on ne peut pas faire de chemin de fer, on ne peut rien faire du tout, pas d'électricité. Dans ces conditions, il n'y a pas d'entreprise. Les entreprises ne vont pas éclore. Or, ce sont les entreprises qui donnent de l'emploi à nos jeunes. Ça veut dire que le vol public crée le chômage des jeunes. Hein, le chômage n'est pas lié seulement à la qualité de l'éducation, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la présence des entreprises qui offrent du travail. C'est pour cela tout le monde se tourne vers l'État. Les problèmes de remplacement des retraités par les jeunes, ça ne va pas du tout résoudre le problème. L'administration est très très peu par rapport à la population guinéenne, il faut le savoir. Donc la solution au problème d'emploi, c'est déjà de combattre le chômage. Hein, c'est déjà de combattre la corruption. C'est à cause de cette corruption que la Guinée se retrouve encore parmi les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, vous avez un seul délinquant qui va prendre autant d'argent que la route Conakry-Mamou. C'est extraordinaire. Voilà. Et la Guinée n'avait aucune chance. Je dois dire que c'est une grande déception pour moi. Mais ce n'est pas un choix qu'on a, mais c'est une obligation. S'il n'y a pas une lutte contre l'impunité, la Guinée n'a aucune chance de se développer, la Guinée n'a aucune chance de décoller et nous allons rester indéfiniment dans le groupe des pays les plus misérables malgré toutes nos richesses. Voilà la réalité. Ça n'a rien à voir avec une chasse aux sorcières. D'abord parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un sans preuve. Et lorsqu'on fait les audits, on fait des investigations, c'est justement pour éviter la vengeance et la chasse aux sorcières. Parce qu'il faut des preuves écrites, n'est-ce pas? Et on fait de l'investigation, c'est sur la base. Et la personne auditée peut se défendre parce qu'il y a un système de va-et-vient entre l'auditeur et l'audité. Voilà comment ça se passe réellement sur le terrain. Deuxièmement aussi, généralement, c'est les flux financiers que l'on suit. Et ces flux financiers peuvent aboutir à des personnes. Alors, si cette explication vous paraît théorique, je vais vous donner un cas pratique. Supposons une entreprise minière qui devrait payer, d'après sa propre convention, 100 millions de dollars à la Guinée. Si l'entreprise ne paye que 20 millions de dollars à la Guinée, il y a un problème. Les 80 millions ont disparu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'entreprise sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, voilà les impôts et les taxes que vous devrez payer selon la convention. On ne remet pas en cause votre convention. À qui vous avez payé? S'ils disent on a payé au trésor, quel est votre reçu, votre quittance? Et de toute façon, on peut tirer les comptes du trésor à la BCRG pour savoir vous avez déposé tel montant. Si ce n'est pas le cas, on demande à l'entreprise à qui vous avez donné l'argent. Si vous avez donné l'argent de la Guinée à un ministre, à un président ou à un directeur, c'est à vous de le dire. Et c'est en ce moment que les personnes seront interpellées. Voilà comment ça se passe. Donc ce n'est pas du tout de l'arbitraire, loin de là. Et les personnes ne sont pas désignées à l'avance, évidemment, sauf s'il y a des signes ostentatoires de richesse. Si vous avez un petit fonctionnaire qui a 10 immeubles, et puis évidemment ça saute aux yeux, ça se passe partout dans le monde. Le fisc va demander où sont vos revenus qui permettent de justifier 10 immeubles. Voilà. Donc c'est loin d'être une chasse aux sorcières, c'est une question pratique. Et c'est la seule solution si on veut que les jeunes aient des emplois en Guinée. Tout le monde est étonné qu'on a des milliers de jeunes qui n'ont jamais d'emploi, c'est à cause de cela. Voilà. Alors, ce n'est pas un instrument de chasse aux sorcières. En revanche, est-ce que c'est un signe d'espoir? Est-ce que c'est une source de revenus qui peut rapporter de l'argent, notamment en cette période de transition à l'État? Alors, c'est important de le dire. Eh bien, pendant la période de transition, généralement, les bailleurs de fonds ne financent pas les économies. Il faut que les dirigeants eux-mêmes puissent le savoir. Tous les bailleurs de fonds sont attentistes. Ils vont demander le retour à une vie constitutionnelle normale avant de payer de l'argent, avant de financer les différents projets. Donc la plupart des projets n'auront pas de financement pendant la transition. Or, il se trouve que le gouvernement de transition, lui aussi, a besoin, même si ce n'est pas un gouvernement qui est là pour le développement économique de la Guinée, parce que le développement est un processus à long terme et les termes d'une transition sont très courts, le temps est très compté. Mais le gouvernement de transition a aussi le devoir de répondre à certaines aspirations du peuple. Donc ils ont un programme gouvernemental minimum à financer. Et c'est par là qu'ils peuvent trouver beaucoup d'argent et tout de suite.
hein, parce que les bailleurs de fonds vont traîner les pieds. Tant qu'il n'y a pas un président élu, la Guinée, comme d'autres pays pendant la transition, ont du mal à se faire financer par les bailleurs de fonds traditionnels. C'est tout à fait normal. Donc il faut savoir que c'est l'une des sources de financement les plus importants et ce sont des financements immédiats. Voilà, mais ce qu'il faut faire, je crois que c'est ce que le CNRD fait, c'est mettre en place l'armature juridique pour éviter justement l'arbitraire et faire les recherches au grand jour, pas dans le noir. Hein, il faut que ce soit transparent et que tout ce qui est saisi doit être publié pour que le peuple soit témoin de tout cela. C'est très important. Alors, dernière question, docteur. Vous qui avez dirigé les audits pendant la période de transition sous Dadis, qui a débuté en fin 2008, est-ce qu'il y a un délai pour ouvrir, par exemple, une enquête sur un dossier, justement par rapport à cette cour de répression? Par quel dossier commencer? Par qui commencer? Par qui terminer? Je crois que c'est une bonne question parce que, effectivement, j'ai personnellement dirigé les audits pendant la transition du président Dadis, qui avait vraiment à cœur de nettoyer la Guinée de ces grands corrompus. Ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes politiques après, parce que malheureusement il s'est laissé piéger, etc. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, il y a eu ces massacres, etc. Mais entre-temps, lorsque le professeur Alpha Condé a été président de la République, parce que nous avions tous lutté à cette période pour cela, et je lui ai remis les rapports d'audit, parce que c'est le président de la République qui a commandité les audits, l'État étant une continuité, c'est au prochain président d'exploiter ce rapport d'audit, ce n'est pas aux auditeurs. En fait, en termes de déontologie, nous ne devons pas parler, nous, du contenu de ces audits. Donc j'ai remis ces audits au professeur Alpha Condé. Malheureusement, il ne les a pas exploités, il n'a pas voulu. Plusieurs fois, on lui a remis ces dossiers. Au contraire, ce que j'ai vu, c'est qu'il a utilisé ces dossiers pour faire du chantage politique, malheureusement. Et d'ailleurs, ça me rappelle également que la Constitution de 2010 avait voulu mettre en place la Haute Cour de justice qui devait juger les délinquants financiers, qu'ils soient ministres, chefs de l'État ou directeurs. Là aussi, il avait refusé de mettre en place la Haute Cour de justice. Il a mis les autres instruments juridiques qui étaient dans la Constitution, mais il a refusé de mettre la Haute Cour de justice. Aujourd'hui, c'est-à-dire après coup, ce que nous disons a posteriori, nous avons les réponses. Évidemment, puisque son système voulait piller l'ensemble de l'économie guinéenne, toutes les ressources minières de ce pays, a posteriori, on comprend pourquoi il a mis le pied sur la Haute Cour de justice, pourquoi il a mis le pied sur les rapports d'audit qui avaient été produits à l'époque. Ces rapports avaient un certain nombre de dossiers, vous vous souvenez, que ce soit les dossiers du chemin de fer, que ce soit le fonds cohésien, que ce soit Air Guinée, etc. Il y avait des dossiers qui étaient aboutis, mais il n'a jamais voulu les regarder. Alors, je reviens à votre question. Aujourd'hui, par quoi il faut commencer ? Parce que j'entends ça et là, il faut commencer avant, il faut commencer après. Je crois que oui, il faut d'abord dire une chose. Il n'y a pas de prescription pour les crimes économiques. Quelle que soit la durée, on doit pouvoir aller derrière tous les crimes économiques, première chose. Mais deuxièmement, et c'est le simple bon sens, il faut toujours commencer les investigations et la lutte par les dossiers les plus récents. Parce que simplement ces dossiers sont plus faciles à documenter. C'est très récent et l'État peut récupérer beaucoup plus facilement les deniers qui ont été volés, n'est-ce pas? À titre personnel, c'est comme si vous dites hier soir un voleur est allé piller votre téléphone, votre téléviseur, etc. Et que vous dites, ah non, c'est vrai, lui m'a volé ça hier soir, mais au lieu d'aller derrière lui, je vais commencer par celui qui m'a volé il y a 10 ans. Ça n'a absolument aucun sens. Vous commencez, le dernier voleur, vous le prenez d'abord, ensuite vous remontez le temps. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça.
Il faut commencer tout de suite. Et les auditeurs, les investigateurs peuvent remonter le temps, même 1958. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut prendre le dernier des voleurs, le plus récent. Il faut commencer par ça. D'autre part, il faut savoir que les gens qui ont pillé l'économie guinéenne, qui ont soustrait toutes les ressources minières, qui ont détourné tous les fonds des infrastructures, ils ne sont pas nombreux. Pas du tout. C'est quelques dizaines de personnes qui ont mis le système en place et qui ont pillé complètement l'économie guinéenne, qui ont transporté des tonnes d'argent à l'extérieur et qui ont encore des tonnes d'argent chez eux. Voilà. Et un pays ne peut pas s'en sortir de cette façon. Il faut qu'on arrête cette impunité. Que ce soit dans le domaine financier, que ce soit au niveau du droit commun d'ailleurs, dans tous les domaines. L'impunité ne peut arranger personne. Et aucun pays ne peut faire du progrès sans cela. Encore une fois, je reviens, je dis ceci, l'économie est un tout. Un gouvernement qui ne peut pas avoir de ressources malgré l'exploitation à grande échelle de ses ressources minières, c'est un gouvernement qui ne peut pas aider ce pays. C'est impossible. Et nos jeunes resteront au chômage. Le chômage des jeunes, c'est une grave maladie de l'économie guinéenne. Mais c'est lié justement à ces vols-là qui empêchent de faire des infrastructures. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons pratiquement le nord de la Guinée, la ville martyre de Boké, de Bofa, etc., qui sont pratiquement des villes désertiques. Tellement on a exporté des quantités astronomiques avec des dégâts environnementaux extraordinaires. Les fleuves tarissent, les montagnes disparaissent. Des milliers de personnes sont malades avec la poussière, la faune et la flore sont endommagées. Quel est le prix économique de ces dommages-là? Personne ne sait. Il faut des études spécifiques, mais les milliers de personnes sont retombées dans la pauvreté à cause de ces exploitations minières. Mais si en plus de ça, la Guinée ne bénéficie même pas de cet argent, je crois qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut pas regarder tous et être complices du pillage systématique de ce pays qui met en danger l'avenir économique et l'avenir tout court de notre pays. Et toute cette jeunesse qui est là, qui va être complètement anéantie, qui n'a aucune perspective parce que des personnes se sont emparées des ressources publiques. Je crois que c'est un devoir pour nous tous d'aider les jeunes militaires à faire ce travail. C'est le travail d'un régime militaire, c'est toujours plus facile. C'est comme ça, Jerry Rawlings a sauvé le Ghana, n'est-ce pas? Et nous pensons que le président Mamadi Doumbouya a assez de qualité, de pondération, de bon sens et de détermination pour sauver aussi la Guinée. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre avec intérêt l'interview de notre président, le président Dr Ousmane Kaba, avec les journalistes de la RTZ, sur la situation sociale, économique et politique de notre pays. Une interview qui nous a éclairé largement sur la situation que traverse le pays depuis des années, surtout sur la gestion économique et financière et les dispositions à prendre pour rectifier cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes, par la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières avec le CNRD. Nous vous remercions de l'attention portée.